Chapitre 2. Cinquième équivalent du devoir tiré du risque métaphysique. L'hypothèse. Premièrement, le risque métaphysique dans la spéculation. Nous avons constaté l'influence pratique considérable qu'avait le plaisir du danger ou du risque. Il nous reste à voir l'influence non moins grande de ce que Platon appelait le kalos kindunos, le beau danger, du grand risque métaphysique où la pensée aime à se jouer. Pour que je puisse raisonner jusqu'au bout certains actes moraux dépassant la morale moyenne et scientifique, pour que je puisse les déduire rigoureusement de principes philosophiques ou religieux, il faut que ces principes soient eux-mêmes posés et déterminés. Mais ils ne peuvent l'être que par hypothèse. Il faut donc que je crée moi-même en définitive les raisons métaphysiques de mes actes. Étant donné l'inconnaissable, l'X du fond des choses, il faut que je me le représente d'une certaine façon, que je le conçoive sur l'image de l'acte que je veux accomplir. Si par exemple, je veux accomplir un acte de charité pure et définitive et que je veuille justifier rationnellement cet acte, il faut que j'imagine une éternelle charité présente au fond des choses et de moi-même. Il faut que j'objective le sentiment qui me fait agir. L'agent moral joue ici le même rôle que l'artiste. Il doit projeter au dehors les tendances qu'il sent en lui et faire un poème métaphysique avec son amour. L'X inconnaissable et neutre est le pendant du marbre que façonne le sculpteur. Des mots inertes qui se rangent et prennent vie dans la strophe du poète. L'artiste ne façonne que la forme des choses. L'être moral, qui est toujours un métaphysicien spontané ou réfléchi, façonne le fond même des choses, arrange l'éternité sur le modèle de l'acte d'un jour qu'il conçoit, et il donne ainsi à cet acte, qui sans cela semblerait suspendu en l'air, une racine dans le monde de la pensée. Le noumen, au sens moral et non purement négatif, c'est nous qui le faisons. Il n'acquiert de valeur morale qu'en vertu du type sur lequel nous le représentons. C'est une construction de notre esprit, de notre imagination métaphysique. Dira-t-on qu'il y a quelques enfantillages dans cet effort pour assigner un type et une forme à ce qui est par essence sans forme et sans prise? Cela est possible à un point de vue étroitement scientifique. Il y a toujours dans l'héroïsme quelque naïveté simple et grandiose. Dans toute action humaine, il existe une part d'erreur, d'illusion. Peut-être cette part va-t-elle augmentant à mesure que l'action sort de la moyenne. Les cœurs les plus aimants sont ceux qui sont le plus trompés. Les génies les plus hauts sont ceux où l'on relève le plus d'incohérence. Les martyrs ont été le plus souvent des enfants sublimes. Que d'enfantillage dans les idées des alchimistes, qui ont pourtant fini par créer une science. C'est en partie par suite d'une erreur que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On ne peut pas juger les théories métaphysiques sur leur vérité absolue, qui est toujours invérifiable. Mais un des moyens de les juger, c'est d'apprécier leur fécondité. Ne leur demandez pas alors d'être vrais, indépendamment de nous et de nos actions, mais de le devenir. Une erreur féconde peut être plus vraie en ce sens au point de vue de l'évolution universelle qu'une vérité trop étroite et stérile. Il est triste, dit quelque part Renan, de songer que c'est Homais qui a raison, et qu'il a vu vrai comme cela du premier coup, sans effort et sans mérite, en regardant à ses pieds. Eh bien non, Homais n'a pas raison. Enfermé qu'il est dans son petit cercle de vérité positive, il a pu fort bien cultiver son jardin, mais il a pris son jardin pour le monde, et il s'est trompé. Il eût peut-être mieux valu lui tomber amoureux d'une étoile, pour lui de tomber amoureux d'une étoile afin d'être hanté par quelque chimère bien chimérique, qui du moins lui était fait réaliser. Réaliser remplace ici faire, quelque chose de grand. Vincent de Paul avait sans doute le cerveau rempli de plus de rêves faux que Homais, mais il s'est trouvé que la petite portion de vérité contenue dans ses rêves a été plus féconde que la masse de vérité de sens commun saisie par Homais, H-O-M-A-I-S. La métaphysique est dans le domaine de la pensée ce que sont le luxe et les dépenses en vue de l'art dans le domaine économique. C'est une chose d'autant plus utile qu'elle semble d'abord moins nécessaire. On pourrait s'en passer et on en souffrirait beaucoup. On ne sait pas au juste où elle commence, on sait encore moins où elle finit, et cependant l'humanité s'y laissera toujours aller par une pente invincible et douce. De plus, il est certain qu'à, les économistes l'ont démontré, où le luxe devient tout à coup le nécessaire, où l'on a besoin pour faire face à la vie de ce qu'on avait précédemment en trop. C'est ainsi qu'il est des circonstances où la pratique a tout à coup besoin de la métaphysique. On ne peut plus vivre, ni surtout mourir sans elle. La raison nous fait entrevoir deux mondes distincts. Le monde réel, où nous vivons, un certain monde idéal, où nous vivons aussi, où notre pensée se retrempe sans cesse, et dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Seulement, quand il s'agit du monde idéal, personne n'est plus d'accord.
Chacun le conçoit à sa manière. Quelques-uns le nient tout à fait. C'est pourtant de la manière dont on conçoit le fond métaphysique des choses que dépend la manière dont on s'obligera soi-même à agir. En fait, une grande partie des plus nobles actions humaines ont été accomplies au nom de la morale religieuse ou métaphysique. Il est donc impossible de négliger cette très féconde source d'activité, mais il n'est pas moins impossible d'imposer à l'activité une règle fixe tirée d'une seule doctrine. Au lieu de régler absolument l'application des idées métaphysiques, il importe seulement de la délimiter, de lui assigner sa sphère légitime sans la laisser empiéter sur la morale positive. Il faut compter sur la spéculation métaphysique en morale comme on compte sur la spéculation économique en politique ou en sociologie. Seulement, en premier lieu, il faut bien se persuader que son domaine est celui du sacrifice pratiquement improductif pour l'individu, du dévouement absolu au point de vue terrestre. Le domaine de la spéculation économique est au contraire celui du sacrifice reproductif, du risque couru dans un but d'intérêt. En second lieu, il faut lui faire son caractère hypothétique. En fait, je sais cela. Par hypothèse et suivant un calcul personnel de probabilité, j'en déduis ceci, par exemple, que le désintéressement est le fond de mon être, et l'égoïsme la simple surface ou réciproquement. Par déduction, j'en tire une loi rationnelle de ma conduite. Cette loi est une simple conséquence de mon hypothèse, et je ne m'y sens rationnellement obligé qu'aussi longtemps que l'hypothèse me paraît la plus probable, la plus vraie pour moi. On obtient ainsi une sorte d'impératif rationnel et non catégorique, suspendu à une hypothèse. En troisième lieu, il faut admettre que cette hypothèse peut varier suivant les individus, les tempéraments intellectuels. C'est l'absence de loi fixe qu'on peut désigner sous le terme d'anomie pour l'opposer à l'autonomie des kantiens. Par la suppression de l'impératif catégorique, le désintéressement et le dévouement ne sont pas supprimés, mais leur objet variera. L'un se dévouera pour une cause, l'autre pour une autre. Bentham a consacré sa vie entière à la notion d'intérêt. C'est une manière de dévouement. Il a subordonné toutes ses facultés à la recherche de l'utile pour lui et nécessairement aussi pour les autres. Le résultat, c'est qu'il a été réellement très utile, autant et plus que tel apôtre du désintéressement comme sainte Thérèse. L'hypothèse produit pratiquement le même effet que la foi engendre même une foi subséquente, mais non affirmative et dogmatique comme l'autre. La morale naturaliste et positiviste à sa base vient par son sommet se suspendre à une libre métaphysique. Il y a une morale invariable, celle des faits, et pour la compléter là où elle ne suffit plus, une morale variable et individuelle, celle des hypothèses. Ainsi se trouve ébranlée la vieille loi apodictique. L'homme, délié par le doute de toute obligation absolue, recouvre en partie sa liberté. Kant a commencé en morale une révolution quand il a voulu rendre la volonté autonome au lieu de la faire s'incliner devant une loi extérieure à elle. Mais il s'est arrêté à moitié chemin. Il a cru que la liberté individuelle de l'agent moral pouvait se concilier avec l'universalité de la loi, que chacun devait se conformer à un même type immuable, que le règne idéal des libertés serait un gouvernement régulier et méthodique. Mais dans le règne des libertés, le bon ordre vient de ce que précisément il n'y a aucun ordre imposé d'avance, aucun arrangement préconçu. De là, à partir du point où s'arrête la morale positive, la plus grande diversité possible dans les actions, la plus grande variété même dans les idéaux poursuivis, la vraie autonomie doit produire l'originalité individuelle et non l'universelle uniformité. Si chacun se fait sa loi à lui-même, pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs lois possibles, par exemple celle de Bentham et celle de Kant? Bien entendu, nous n'avons jamais songé à considérer, comme nous l'ont reproché Boirac, Lauré et d'autres critiques, toutes les hypothèses métaphysiques comme égales pour la pensée humaine. Il y a une logique abstraite des hypothèses au point de vue de laquelle on peut les classer, les ranger selon l'échelle des probabilités. Toutefois, leur force pratique ne sera pas d'ici à longtemps exactement correspondante à leur valeur théorique. Plus il y aura de doctrines diverses à se disputer d'abord le choix de l'humanité, mieux cela vaudra pour l'accord futur et final. L'évolution dans les esprits, comme l'évolution matérielle, est toujours un passage de l'homogène à l'hétérogène. Faire l'unité complète dans l'intelligence, vous anéantissez l'intelligence même, façonnez tous les esprits sur le même plan, donnez-leur les mêmes croyances, la même religion, la même métaphysique, tirez au cordeau la pensée humaine, vous irez juste contre la tendance essentielle du progrès. Rien de plus monotone et de plus insipide qu'une ville aux rues bien alignées et toutes semblables. Ceux qui se figurent la cité intellectuelle sur un type font un contresens.
On dit la vérité est unie. L'idéal de la pensée, c'est cette unité même, cette uniformité. Votre vérité absolue est une abstraction, comme le triangle parfait ou le cercle parfait des mathématiciens. Dans la réalité, tout est infiniment multiple. Aussi, plus il y a de gens à penser différemment, plus grande est la somme de vérités qui finiront par embrasser et où ils se réconcilieront à la fin. Il ne faut donc pas craindre la diversité des opinions, il faut au contraire la provoquer. Deux hommes sont d'un avis contraire, tant mieux. Peut-être, ils sont beaucoup plus dans le vrai que s'ils pensaient tous les deux la même chose. Quand plusieurs personnes veulent voir tout un paysage, elles n'ont qu'un moyen, c'est de se tourner le dos les unes aux autres. Si on envoie des soldats en éclaireur et qu'ils aillent tous du même côté, en n'observant qu'un seul point de l'horizon, ils reviendront très probablement sans avoir rien découvert. La vérité est comme la lumière, elle ne nous vient pas d'un seul point, elle nous est renvoyée par tous les objets à la fois, elle nous frappe en tous sens et de mille manières. Il faudrait avoir 100 yeux pour en saisir tous les rayons.